Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français. Sans plus tarder, voici les grands titres de l'actualité. Le président chinois Xi Jinping rencontre à Paris son homologue français François Hollande. Le Royaume-Uni envisage des frappes aériennes contre l'organisation État islamique en Syrie, mais attend le feu vert du Parlement. L'armée syrienne dément l'information selon laquelle les frappes russes auraient tué 40 civils dimanche. La monnaie chinoise s'apprête à être incluse dans le panier de droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international. Enfin, un projet de connexion des places boursières de Shanghai et de Londres est actuellement à l'étude. Nous ouvrons ce journal avec la conférence sur le changement climatique à Paris. Le président chinois a rencontré son homologue français, François Hollande, au palais de l'Élysée. Xi Jinping va participer à la 21e session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, aussi connue sous le nom de COP21. Le président Hollande a accueilli le président Xi pour des discussions bilatérales. M. Xi a noté que la Chine et la France s'étaient accordées sur de nombreux points lors de la visite de François Hollande au début du mois de novembre en Chine, notamment sur la déclaration conjointe sur le changement climatique. Il a dit que les deux pays allaient continuer à maintenir des pourparlers politiques de haut niveau et à essayer de travailler de concert sur de grands projets et accords. Le président chinois a encouragé la coopération entre gouvernements locaux ainsi qu'une série d'activités d'échange dans les domaines du commerce, de l'économie, de la culture, des technologies, de l'éducation et du tourisme. Xi Jinping a salué le gouvernement français pour sa préparation de la COP 21. Il a dit que la Chine était résolue à soutenir la France dans la tenue de cette conférence et dans l'obtention d'un accord international. M. Hollande a dit qu'il pensait que la déclaration conjointe Chine-France sur le changement climatique avait posé les bases durables d'un succès de la rencontre de Paris. Xi Jinping est arrivé à Paris dimanche après-midi. Il fera un discours devant les dirigeants après la cérémonie d'ouverture pour présenter les propositions chinoises concernant la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sera la première fois qu'un président chinois participera à une telle conférence. Le négociateur en chef chinois Su Wei a présenté l'emploi du temps des 2 prochaines semaines de conférence sur le changement climatique de l'ONU à la presse à Paris. Le négociateur en chef de la Chine a déclaré que la cérémonie d'ouverture aura lieu lundi. Près de 140 dirigeants mondiaux monteront sur le podium. Je pense que le principal objectif des discussions est d'injecter un dynamisme politique aux négociations, de donner de claires instructions et d'exprimer de claires demandes aux négociateurs. Un accord climatique mondial sera dûment discuté par les représentants de près de 200 pays et régions ces 2 prochaines semaines. L'accord devrait établir des règles pour une action et une coopération mondiale après 2020. Dimanche après-midi, les négociateurs du groupe de travail ad hoc de la conférence de Durban ont commencé à travailler sur le texte final du projet. M. Su a déclaré que les négociations du texte final devraient prendre fin jeudi à 18 h suite aux discussions avec différents groupes. Une session plénière pour débattre des rapports de différents groupes aura ensuite lieu. Le texte final sera écrit et revu par toutes les parties vendredi et samedi. M. Su a déclaré que le texte finalisé sera du ressort des ministres la semaine prochaine. Le texte final devra être prêt pour le 11 décembre. M. Su rappelle à tous que l'accord du changement climatique est une mission à long terme. Si certains accords de base sur la manière de renforcer nos actions peuvent être atteints durant la conférence de Paris, si toutes les parties peuvent rester engagées dans le cadre et les politiques de base du traité, alors les détails sur l'application de cet engagement et de ces obligations conduiront à de plus amples discussions des parties contractantes après la conférence. Lors de la dernière visite du président français François Hollande en Chine, durant laquelle il avait rencontré son homologue chinois Xi Jinping, la Chine et la France avaient élaboré une déclaration conjointe confortant la concertation permanente et la contribution essentielle de la Chine dans les efforts de négociation. Celle-ci a abouti à un accord sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine de l'environnement,
nous avons une concertation permanente qui a permis d'aboutir, pendant la visite du président François Hollande, à une déclaration conjointe qui est une contribution que la Chine et la France ensemble apportent à la négociation qui a lieu entre le 30 novembre et le 12 décembre. Il y a 196 pays, c'est une conférence des Nations Unies pour le climat. Nous voulons un progrès, nous voulons un succès, c'est-à-dire d'abord que chacun annonce des mesures qui permettront de ne pas dépasser 2 degrés d'augmentation de la température. Nous voulons, et c'est la proposition chinoise et française, qu'à intervalles réguliers, nous nous retrouvions tous ensemble pour dire « Où en es-tu? Quel est ton projet? Est-ce qu'on a avancé ?» Nous ne voulons rien imposer, parce que chaque pays est souverain, chaque pays est libre de ses décisions, mais nous voulons encourager chacun à faire des efforts. Et pour cela, il faut mobiliser un certain nombre de moyens, il faut transférer des technologies. La France et la Chine ont fait des propositions qui doivent permettre un succès à cette conférence, car elle concerne l'ensemble du monde. La Chine, dans cette affaire, dans cette négociation, joue un rôle de pivot par son importance, par son poids dans le monde, et nous nous réjouissons de la façon dont la Chine prend ses responsabilités et nous essayons de les prendre, nous, avec elle. Alors ces coopérations, elles existent déjà et il faut les amplifier. C'est tout ce qui concerne l'environnement, tout ce qui concerne le traitement des eaux sales, tout ce qui concerne les déchets industriels, tout ce qui concerne la ville durable, par exemple l'efficacité énergétique des bâtiments. C'est aussi dans un autre domaine, l'agriculture. Il faut pouvoir nourrir les gens sans polluer, sans pesticides. La Chine est un grand pays agricole, la France est aussi un grand pays agricole. Nous pouvons trouver des coopérations, des partenariats. Les domaines ne manquent pas entre nous et ce sont des domaines qui aboutiront à renouveler notre modèle économique, à respecter l'environnement, à créer de la croissance et donc des emplois. Et c'est là une chance que cette conférence et les coopérations qu'on peut en tirer. La Chine a promis de faire sa part pour un meilleur futur climatique. Le pays s'est engagé à réduire ses émissions de carbone de 60 à 65% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005 et augmenter ses énergies renouvelables et nucléaires de 20%. La Chine a annoncé un fonds de 3 milliards de dollars pour aider les pays en développement à aborder les défis posés par le changement climatique. Les experts internationaux ont salué ces actions. L'analyste en environnement pakistanais Kashif Hamid a déclaré que le Pakistan attachait beaucoup d'importance à la coopération sur le climat avec la Chine pour résoudre les questions sur le changement climatique. En même temps, j'aimerais mentionner le couloir économique Chine-Pakistan. La majorité des projets sont dans le secteur de l'énergie, donc nous nous attendons à des mécanismes liés à l'énergie propre, à des technologies efficientes dans l'énergie et à ce que des mesures soient prises dans ce secteur. Passons à la crise syrienne à présent. Le Royaume-Uni envisage des frappes aériennes contre l'organisation État islamique en Syrie. Toutefois, le ministre de la Défense Michael Fallon fait savoir qu'il ne peut rien faire sans l'approbation du Parlement. Il ajoute qu'il serait très dommageable pour la réputation de la Grande-Bretagne si le gouvernement n'obtenait pas cette approbation. Notre argument est qu'il est très dangereux de ne pas agir quand une menace se présente directement au pays, quand la France vous demande de l'aide, quand l'ONU appelle ses membres, quand vous avez les capacités et les avions de précision qui pourraient terrasser cette secte de la mort dans ces quartiers généraux de Raqqa. Ce qui s'est passé à Paris il y a 2 semaines pourrait très bien se produire dans une ville britannique, des innocents massacrés pendant une soirée. Le Premier ministre britannique David Cameron a déclaré dimanche qu'il était temps de rejoindre les frappes aériennes contre l'organisation État islamique. Mais plusieurs membres de son propre parti, le Parti conservateur, et certains membres de l'opposition des travaillistes craignent de rentrer dans l'engrenage d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Monsieur Fallon dit que le gouvernement tient des pourparlers avec les députés travaillistes et procéderait à un vote cette semaine sur le sujet. Les médias rapportent que le vote pourrait avoir lieu mercredi. Mais M. Cameron dit qu'il ne demandera rien au Parlement jusqu'à ce qu'il soit sûr d'obtenir un vote positif. Il espère éviter une répétition de la défaite de 2013 concernant des frappes contre les forces du président syrien Bachar al-Assad. M. Fallon dit que l'opinion commence à changer sur la question.
Certains membres du Parlement pensent qu'il est nécessaire de protéger la Grande-Bretagne contre des attaques comme celle de Paris. L'armée régulière syrienne a déclaré que les frappes aériennes russes n'avaient causé aucune perte civile. La déclaration fait suite à un reportage d'Al Jazeera qui indique qu'au moins 40 civils auraient été tués et que près de 70 autres auraient été blessés dimanche dernier dans des frappes aériennes probablement d'origine russe sur une ville du nord-ouest du pays aux mains des rebelles. Le reportage affirme que les frappes se sont concentrées sur Aïra dans la province d'Idlib. La ville est contrôlée par l'armée de conquête, une alliance rebelle principalement constituée de groupes islamistes. L'armée syrienne a rappelé que la Russie a pour habitude de mener des enquêtes sur le terrain avant de déclencher ses frappes aériennes sur les cibles visées. L'armée syrienne a par ailleurs ajouté que l'accusation de perte civile a fréquemment été utilisée par les militants extrémistes syriens pour tenir la réputation des gouvernements russes et syriens. Le courant est revenu en Crimée après un long blackout dans la péninsule. Le ministère russe des situations d'urgence a déclaré que la production électrique en Crimée pouvait maintenant satisfaire plus de 50% de la demande. Il a annoncé qu'aucun village criméen ne connaissait de coupure d'électricité. Le ministère a également indiqué que 20 convois transportant près de 250 générateurs étaient en route pour la péninsule. Il y a une semaine, des activistes, incluant les Tatars de Crimée et les membres de gouvernements nationalistes ukrainiens, auraient détruit plusieurs poteaux électriques dans le sud de l'Ukraine, dont 2 grandes lignes menant en Crimée. Ces actions ont laissé plus de 1,8 million de personnes dans le noir. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure d'Aujourd'hui la Chine, qui nous est aujourd'hui présentée par Zhao Zhedin. Bonjour. Bonjour Elsa. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe aujourd'hui en Chine? En fait, cette partie est consacrée entièrement aux actualités économiques. Et tout d'abord, le renminbi, la monnaie chinoise, franchira-t-elle une nouvelle étape dans l'internationalisation? Et voilà. La réponse sera connue lundi soir, heure de la côte est américaine. Le Fonds monétaire international décidera d'inclure ou non le renminbi dans son panier de droits des tirages spéciaux. Regardons ensemble les détails de cette décision. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international devrait décider d'inclure le yuan dans son panier d'ETS regroupant les monnaies les plus importantes de la planète. Si le FMI donne son feu vert, le renminbi chinois sera la première monnaie d'un pays émergent à prendre part au mécanisme. Les analystes indiquent qu'il est extrêmement rare que le conseil d'administration, qui représente les 188 États membres du FMI, s'oppose aux recommandations de ses experts. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a déclaré à la mi-novembre dernier qu'elle soutenait la conclusion des experts selon laquelle le yuan présentait déjà les éléments d'une monnaie librement utilisable, soit l'obstacle le plus important pour être inclus dans le panier d'ETS. Les experts chinois sont également optimistes quant à l'issue de la réunion. La directrice du FMI, Christine Lagarde, et les experts de l'organisation sont tous unanimes sur le fait que le renminbi présentait tous les critères d'admission. Ainsi, je pense que le résultat du vote sera au-dessus des 90%. S'il n'y a pas de surprise et si les critères de sélection concernent uniquement le panier d'ETS, les chances d'admission sont très élevées. L'une des autres questions en suspens est le poids que le yuan pèsera dans le panier d'ETS. Selon la dernière répartition de 2010, la proportion de chaque monnaie dans le panier se répartissait ainsi. Le dollar comptait pour 41,9%, l'euro pour 37,4%, la livre sterling pour 11,3% et le yen pour 9,4%. Certains analystes prévoient que la proportion du yuan s'établira selon toute vraisemblance entre 10 et 16% lors de son introduction dans le panier d'ETS. La Commission de régulation des marchés financiers de Chine déclare que les observateurs des valeurs mobilières chinois et britanniques étudient la faisabilité d'un programme pour lier les marchés boursiers de Shanghai et de Londres. La Chine et le Royaume-Uni ont commencé l'étude de faisabilité pour lier les bourses de Shanghai et de Londres. Concernant la surveillance des autorités d'audit transfrontalier, le côté britannique a déclaré que le Conseil de l'information financière est actuellement responsable du travail. Les nombreuses entreprises de comptabilité chinoises ont commencé à réaliser des plans de coopération avec leurs homologues britanniques. La Chine est intéressée dans le modèle britannique de la surveillance des autorités d'audit transfrontalier et souhaite communiquer et coopérer davantage avec le Royaume-Uni.
Le vice-président de la commission de régulation des marchés financiers, Fang Xinghai, s'est entretenu avec le PDG de la Bourse de Londres, Nikhil Rathi, la semaine dernière. Ils ont discuté de la liaison des bourses et d'autres mesures de coopération financière. Similaire à la liaison des marchés boursiers Shanghai-Hong Kong, la liaison des bourses Shanghai-Londres permettra aux investisseurs britanniques d'échanger des actions avec les actions chinoises cotées à la bourse de Shanghai. La liaison des programmes des bourses fait partie des efforts du gouvernement chinois d'ouvrir son marché financier. Les deux pays s'étaient accordés à réaliser une étude de faisabilité du programme lorsque le président chinois Xi Jinping s'est rendu au Royaume-Uni en octobre dernier. Le taux de croissance de la Chine ralentit depuis les réformes structurelles. Le gouvernement chinois promet que l'économie se relancera grâce à l'amélioration de la sécurité nationale. Reportage dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, où deux hommes ont pris deux chemins différents pour réaliser leurs rêves. Le Guangdong est une province en perpétuel mouvement. De nombreuses entreprises manufacturières se sont implantées ici. Song Yi a commencé à travailler dans le secteur des affaires il y a 17 ans. Aujourd'hui, il est PDG et milliardaire. La solution au développement passe par les ressources humaines. Les entreprises qui réussissent valorisent la créativité et la conception. Lorsque les produits sont bons, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des ventes. Contrairement à la plupart des hommes d'affaires, Song Yi a créé sa fortune grâce au modèle de gestion qu'il appelle fission. Il s'agit d'un système compétitif qui permet aux employés de devenir patrons. Le siège social s'est rapidement élargi grâce aux nombreuses filiales. L'un des produits est le climatisateur chauffe-eau. C'est un produit de haute technologie écologique qui se vend à l'étranger. La demande nationale augmente également malgré le ralentissement de l'économie. Song Yi pense que la solution de survie se trouve dans l'innovation. Je suis content de ce que je fais en ce moment. C'est tout comme escalader une montagne. On profite du processus. Je me suis fait plein d'amis qui veulent discuter de l'avenir de l'économie et de ce que nous pouvons améliorer à l'avenir. La province du Guangdong est en mouvement perpétuel. L'agriculteur Zhang Lizhi est arrivé ici en 1998. Il s'est lancé dans la couture après avoir essayé plusieurs emplois. La Chine est bientôt devenue le plus grand producteur et exportateur de produits textiles du monde. Son succès considérable s'est fait grâce aux travailleurs migrants. C'est une meilleure économie qui m'a motivé. C'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent ici que d'où je viens. Il faut de l'argent pour nourrir une famille. Le ralentissement économique de la Chine continuera quelque temps et les problèmes se posent pour le secteur manufacturier. Zhang Lizhi est chanceux que son entreprise se porte bien pour l'instant. Il sait que de nombreux travailleurs migrants se sont retrouvés sans emploi et doivent rentrer chez eux, retourner à la pauvreté. Le gouvernement applique des mesures pour améliorer la vie des travailleurs et établir une justice sociale. Mais la question est, ces politiques peuvent-elles les atteindre ? J'aime beaucoup cette ville, mais c'est tout. Je ne sens aucun sentiment d'appartenance. Au fond de moi, je ne me sens pas comme à la maison où je suis en sécurité et au calme. Le temps passe, la prospérité est insaisissable. Zhang Lizhi souhaite ouvrir son propre atelier de couture, mais cela dépendra de la pente que prendra l'économie. La nouvelle normalité de la Chine n'est pas la même chose pour tout le monde. Song Yi pense que l'économie se relancera petit à petit. L'histoire de sa réussite peut être l'histoire de l'avenir de la Chine. Nous leur avons demandé quel était le rêve de leur vie. Mon rêve est encore sur le chemin. Être avec ma famille, avoir de l'argent et une maison chaleureuse. L'une des zones qui bénéficie de l'initiative Une ceinture, une route est la ville côtière de Quanzhou dans le sud de la Chine. Il s'agissait de l'un des ports les plus importants dans l'histoire de la route de la soie maritime. Pendant des centaines d'années, la ville portuaire a accueilli des navires et des marchands du monde entier. Mais sa tradition dans le domaine du transport maritime n'appartient pas seulement à son passé glorieux. Chen Fangcai, 68 ans,
Construit des bateaux depuis plus d'un demi-siècle, il a hérité de ses ancêtres d'une technique particulière appelée étanchéité compartimentée. La technique permet de séparer la cabine en plusieurs compartiments. Si un navire subit des dommages, cette technique permet d'éviter que l'eau ne pénètre dans toute la cabine. Et donc, elle permet d'éviter qu'un navire ne coule. Il n'y aurait jamais eu de route de la soie maritime sans des navires résistants. Les flottes marchandes pouvaient naviguer vers les régions les plus reculées d'Afrique et d'Europe grâce à la technique de l'étanchéité compartimentée il y a déjà plus de 1000 ans. Quanzhou est située sur la côte sud-est de Chine. Il y a plus de 1000 ans, la ville était l'un des plus grands ports maritimes du pays, grâce au développement des techniques de navigation et de construction des navires. Elle est largement considérée comme le point de départ de la route de la soie maritime. Un nombre important d'explorateurs du Moyen-Âge, tels que Marco Polo, ont visité la ville et l'ont décrite alors comme l'un des plus grands ports maritimes du monde à l'époque. L'ancienne route de la soie maritime a été initiée par les échanges commerciaux. Elle a été rendue possible par le désir de se procurer les différentes épices en Orient et par la demande pour la soie et le thé en Occident. La route est aussi devenue un canal privilégié pour les échanges culturels et pour la communication entre les peuples du monde entier. La tradition du transport maritime s'est perpétuée jusqu'à nos jours, avec des navires venant du monde entier, accostant ici chaque jour. Des marchandises comme le marbre indien sont apportées pour les besoins des usines locales. Avec l'amélioration progressive de la qualité des biens manufacturés chinois, de plus en plus de produits à haute valeur ajoutée sont désormais exportés depuis ce port. Et la route de la soie maritime du XXIe siècle, faisant partie intégrante de l'initiative chinoise Une ceinture, une route, a créé les conditions favorables pour de nouvelles opportunités commerciales pour l'ensemble des entreprises locales. Nous avons une longue tradition d'exportation des biens manufacturés en Chine, mais notre technologie n'est pas encore complètement à la hauteur des défis modernes. Nous espérons exporter davantage de produits à haute valeur ajoutée et délaisser progressivement les biens produits par une main-d'œuvre peu qualifiée. L'initiative Une ceinture, une route nous aidera à étendre nos perspectives commerciales. Les projets de construction d'infrastructures, notamment des ports, des lignes de chemin de fer et des aéroports, devront internationales de Quanzhou dans les prochaines années. La ville sera dès lors en mesure de perpétuer son glorieux héritage maritime au XXIe siècle. C'est ainsi que se conclut cette partie et maintenant retour au plateau. Elsa, c'est à vous. Merci infiniment Blodine pour toutes ces informations concernant l'actualité chinoise. L'heure est malheureusement venue de nous quitter. Cette édition est finie. Restez-nous fidèles sur CCTV Français. Merci.